Et on va continuer avec notre discussion suivante sur la dimension humaine, emploi, vétérans et inclusion. Et je voudrais inviter nos intervenants, Oleg Shepmansky, vice-ministre du ministère des Vétérans, Janina Olochovska, directrice des communications, responsabilité de l'entreprise de BNP Agro Group, Natalia Olinek, coordinatrice de projet du Conseil de l'Europe, Victoria Kaleniuk, responsable des projets de réintégration des vétérans et de leurs familles chez Superhumans, Dmytro Tostolou, directeur des ressources humaines d'Auchan Ukraine. Et la modératrice de ces discussions est Julia Zaprutska, directrice des ressources humaines et de la stratégie chez Forbis Mazars, responsable du comité RH de la CCIF. Julia, je vous passe le micro. Bonjour. Merci Irena pour les présentations. Je suis ravie de voir tout le monde et je suis ravie de modérer cette deuxième discussion, deuxième table ronde sur la dimension humaine, l'emploi, les vétérans et l'inclusion en général. La reconstruction est tout d'abord quelque chose qui concerne les gens et les infrastructures, les investissements, ce ne sont pas les seuls points d'intérêt. En Ukraine, nous devrons assurer l'environnement inclusif pour toutes les couches de la société, surtout pour les vétérans, les personnes déplacées internes et les groupes vulnérables. Les technologies peuvent jouer un rôle clé en facilitant l'accès à l'emploi, la formation et la participation économique. Aujourd'hui, et durant cette discussion, on va représenter le milieu des affaires, les entreprises et les organisations et on pourra tous ensemble examiner comment favoriser la croissance inclusive et la cohésion sociale grâce à l'emploi et à l'innovation. On va avoir un dialogue pour que ça soit plus interactif. Si notre format le permet, on va commencer par les faits. Ma première question à Victoria Kaleniuk, chef de projet de la réinsertion des anciens combattants et de leurs familles chez Superhumans. Victoria, récemment, Superhumans a mené une étude sur la réinsertion des anciens combattants. Quels résultats ont été les plus inattendus et quels sont vos conseils aux entreprises si elles veulent changer leur pratique RH et la politique de la réinsertion des anciens combattants? Merci pour la question. Chez Superhumans, on pratique l'approche complexe et nous proposons le projet de différents services et selon les cas, récemment, nous avons mené une recherche, une étude pour comprendre quels sont les défis et les particularités de la réinsertion des anciens combattants, surtout les amputés. On a compris que la réinsertion des vétérans est basée sur deux facteurs. Ce sont les défis et les stéréotypes antérieurs de la personnalité de l'ancien combattant. Par exemple, s'ils ne se valent pas, s'ils ont perdu la conception de leur identité, par exemple, s'ils ont travaillé toute leur vie dans l'armée et n'ont pas d'expérience de la vie civile. Il y a un autre problème, peut-être il y a les attentes trop élevées parce qu'il peut-être avant la réinsertion. Nous pouvons travailler avec ces problèmes. Comme les conseillers, nous pouvons comprendre les possibilités de cet ancien combattant. Nous pouvons l'aider à traduire leurs compétences
dans la langue des civils. Nous pouvons aussi leur aider de trouver un autre travail, de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y a d'autres facteurs qui impactent le processus de la réinsertion. Ce sont les facteurs plutôt extérieurs et elles dépendent plutôt sur l'employeur. Parmi les facteurs qui nous ont surpris, le facteur qui démotive le plus pendant le processus de la réinsertion, c'est le silence des employés. Ce n'est pas les particularités physiques, les problèmes physiques ou psychiques. C'est le moment quand l'ancien combattant postule pour le travail, il ne reçoit pas de réponse. Il n'y a pas de retour. Malheureusement, il y a ce manque de la culture de dire non parmi les employés et ils ne trouvent pas la forme correcte pour dire non aux anciens combattants. Peut-être ils ont peur d'employer les anciens combattants. Malheureusement, les employeurs ne voient pas le candidat avec les compétences. Ils voient dans le premier lieu, l'ancien combattant avec ses traumatismes de la guerre. Et il y a des autres facteurs. Parfois, les employés voient l'ancien combattant comme quelqu'un qui a besoin de l'aide, de soutien. Ils ne voient pas les compétences, ils ne voient pas d'expérience. Ils veulent juste prendre soin de ce vétéran, de cet ancien combattant. Et c'est aussi la mauvaise solution parce que les vétérans pensent qu'ils sont traumatisés, qu'ils doivent qu'on doit prendre soin d'eux. Parmi nos conclusions, il y a les suivantes. Nous ne devons pas forcément voir les vétérans comme les victimes, que les personnes qui ont besoin de soutien. Ils sont forts, ils feront une partie très importante de chaque équipe. Deuxièmement, il faut savoir comment communiquer avec les anciens combattants. Les anciens combattants doivent aussi comprendre comment jouer sur le marché du travail en utilisant les nouvelles règles. Ils doivent être ouverts à la réinsertion. Les employés doivent aussi être flexibles. Il ne s'agit pas seulement des anciens combattants, mais en général des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui vivent pendant la guerre. Il faut être plus flexible envers la recherche de travail, envers onboarding et d'autres processus. Merci pour la réponse. Merci Victoria. J'ai noté votre première réponse, le silence des employeurs, parce que j'étais aussi surprise de comprendre que parfois ils ne reçoivent pas de réponse. Deuxième question. Auchan a toujours été une entreprise qui était efficace, qui avait beaucoup d'initiatives d'inclusion. Aujourd'hui, Auchan continue d'être l'une des entreprises, des grands employeurs qui a beaucoup d'employés, surtout les déplacés, des vétérans, des anciens combattants et d'autres catégories vulnérables de la population. Quelles sont vos pratiques de l'inclusion professionnelle, de l'insertion des anciens combattants? Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là? Merci Yula. Si on continue par ce que Victoria a dit, tout d'abord, pour intégrer les anciens combattants, les personnes en situation de handicap, il faut commencer par soi-même. Il faut s'adapter, adapter sa conscience et bien sûr adapter notre société. Je crois que c'est le premier pas que chaque personne en Ukraine doit faire. En ce qui concerne le retour des anciens combattants dans le monde du travail, les entreprises doivent créer des conditions et une sorte de culture de la gestion pour qu'on soutienne les anciens combattants, pour qu'on s'adapte, pour qu'on soit flexible. Chez Auchan Ukraine, on a créé cette politique d'embauche des anciens combattants. Nous avons aussi un vétéran. Maintenant, il est toujours dans l'armée et il a été blessé et nous attendons son retour. C'est la personne qui va nous permettre d'intégrer de manière propre les anciens combattants.
C'était notre ancien employé et maintenant il va rejoindre Ocean après qu'il a servi dans l'armée. Nous adaptons pas seulement les anciens combattants, pas seulement nos approches, mais tous les processus dans notre entreprise pour que nous puissions utiliser l'expérience de nos employés. Surtout, il s'agit de cet combattant qui a reçu une nouvelle expérience, une expérience très importante qui sera très utile pour nous. Il nous aidera à communiquer avec les anciens combattants. Si on parle de la situation avant la guerre, il était responsable des ventes B2B et maintenant on a créé un nouveau poste pour lui, le poste de responsable des anciens combattants. Il nous aidera à communiquer avec les anciens combattants, avec les employés de notre entreprise parce que bien sûr, ils ont besoin de comprendre que c'est notre initiative partagée. Concernant votre deuxième question sur les personnes en situation de handicap, tout d'abord, j'aimerais souligner que en 2008, nous avons pris la décision chez Auchan Ukraine d'employer des personnes en situation de handicap. Nous avons plus de 7% de personnes en situation de handicap. Dans la plupart des cas, ce sont les personnes malentendantes. Actuellement, il y a 69 employés, mais il y a 15 employés qui travaillent chez Auchan depuis déjà 15 ans. Nous les apprécions beaucoup. Nous avons aussi créé la politique de l'égalité, d'inclusion et de l'absence de barrières pour pouvoir former nos employés de communiquer de manière propre avec tout le monde. Parce qu'il y a aussi des handicaps qui ne sont pas visibles, qui sont plutôt cachés, et il faut savoir comment parler avec tout ça. Par exemple, nous avons 12 employés atteints de trisomie 21 et ils sont très bien adaptés, ils n'ont pas besoin de soutien spécialisé. Pour nous, c'est aussi une partie de notre responsabilité de l'entreprise. Ce n'est pas seulement de l'efficacité, mais c'est de la gestion et de la culture. Merci Dmytro d'avoir partagé votre expérience. Je l'apprécie beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites en Ukraine. C'est un très bon exemple pour toutes les autres entreprises. Si on regarde cette question de l'embauche des anciens combattants, j'aimerais adresser la question suivante à Oleg Shemansky, vice-ministre du ministère des Anciens Combattants d'Ukraine. Et ma question est la suivante. Le ministère des Anciens Combattants développe un écosystème numérique des services aux anciens combattants pour proposer les services aux vétérans. Quelle plateforme et quel outil simplifie déjà le parcours des anciens combattants pendant le processus de leur démobilisation? Ніна, нормально. Bonjour à tous. Pourquoi c'est très important pour vous, les représentants des entreprises, de travailler avec nous, les aider comme ce poste de gestionnaire ou de responsable pour les communications des anciens combattants est très important. Tout au début, il faut comprendre combien d'anciens combattants il y a en Ukraine. En général, en Ukraine, combien il y a d'anciens combattants? 1,5 million. Vous avez tort, il y en a plus, mais à ce moment-là, je ne peux pas partager ce chiffre. Oui, en général, en Ukraine, il y a 1,5 million de vétérans, d'anciens combattants. Il y a ceux qui sont toujours
au front parce qu'il y a différents statuts de combattants. Donc, une partie de ces combattants continuent d'être sur le front et après la fin de la guerre, elles seront démobilisées. Donc, cette catégorie de personnes va bien sûr se développer. Il y a aussi les membres de leur famille. Donc, nous aurons à peu près de 2 millions d'anciens combattants et en plus leurs membres de famille. Donc, ça fera 6 millions de personnes. C'est un chiffre énorme. Il y a 10 millions de personnes qui peuvent travailler en Ukraine, qui sont 6 millions parmi eux, c'est beaucoup. Ce sera très important pour le marché ukrainien de pouvoir coopérer avec cette audience, avec cette catégorie de population. Il faudra apprendre comment collaborer avec les anciens combattants et je vous incite de commencer de le faire maintenant. On parle beaucoup avec des banques, avec la Banque de reconstruction et de développement. Il y a les banques qui ne savent pas comment travailler avec les anciens combattants. Il y a le taux de rejection rate qui est assez élevé. Mais je pense que c'est déjà important de commencer de gérer les risques parce que cette catégorie de population sera très nombreuse. Si on regarde, par exemple, l'expérience de la Croatie, il y a 30 ans après la fin de la guerre, et cette catégorie de personnes est toujours très importante. C'est juste que leurs demandes ont changé. Il y a 30 ans qu'ils ont eu beaucoup de jeunes gens qui ont rejoint l'armée après la fin de leurs études à l'université. Et après, ils ont commencé de travailler, ils étaient réintégrés sur le marché du travail. Et je pense que les investissements qu'on fait au début, c'est la meilleure solution que nous pouvons faire. Il s'agit de la compréhension de la situation. Et nous avons créé un portal, une plateforme digitale qui réunit les services des différentes institutions et administrations et aussi les services des collectivités locales partout en Ukraine. Par exemple, si une personne habite dans l'oblast de Poltava, dans une telle ou telle collectivité, ils peuvent déjà utiliser cette plateforme pour bénéficier des services. On a beaucoup parlé de cette transition des services digitales. On utilise aussi l'application d'IA. Il y a une section de cette application qui n'est visible que aux anciens combattants. Vous ne pouvez pas voir cette section. En ce qui concerne l'information sur les anciens combattants, pour leur famille, il y a aussi l'information pour les anciens combattants, pour leur famille sur notre plateforme. On essaie de souligner les possibilités du secteur privé. Si les entreprises sont prêtes à travailler avec les anciens combattants, nous pouvons trouver une meilleure solution pour tout le monde. Pour que nous puissions aussi parler plus des entreprises. Je parle. Les anciens combattants n'ont pas besoin de babysitting. Plutôt, ils ont besoin de travail. Il y a des entreprises qui ont besoin des anciens combattants. Mais il y a des cas quand les anciens combattants ne veulent pas être paternalisés. Et, ils n'ont pas forcément besoin de soutien. Ils veulent faire quelque chose de très important dans leur vie. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que tous les anciens combattants, après leur retour dans la vie civile, ils cherchent quelque chose qui est très profond. Ils cherchent l'objectif de leur existence et de leur travail. J'ai parlé avec un ancien combattant et il dit « Je suis de retour, oui, mais je ne suis plus intéressé à gérer les problèmes fictifs d'une entreprise. » Peut-être que c'est une vision plutôt subjective, mais de toute façon, c'est
c'est la façon dont il voit ses responsabilités précédentes. Et je pense que si on les donne assez de responsabilités, assez de travail profond, ils seront très satisfaits. Oh oui, maintenant ça fonctionne. Merci, Oler. Merci pour votre réponse, pour les technologies qui sont en train de développement, pour la compréhension de ce que les anciens combattants ont besoin. Et j'aimerais poser la question à Victoria. On continue le sujet de l'adaptation des anciens combattants. Vous voyez les résultats de cette étude. Quelles sont vos recommandations concrètes aux employeurs sur la réadaptation de lieux de travail et sur la stratégie générale de la réadaptation et la réinsertion des anciens combattants? Peut-être il y a des technologies modernes qui peuvent faciliter ce processus. Ok, je vais essayer de prendre ce micro et ça fonctionne. Ok. Chez Superhumans, nous avons développé une formation sur le lieu de travail pour les anciens combattants. Nous aimerions bien que tous les employeurs suivent cette formation. C'est notre objectif de base, parce que cette formation souligne le fait que toute la société doit être réintégrée, pas seulement les anciens combattants, doit être réadaptée. Il ne faut pas seulement payer l'attention au traumatisme de la guerre, parce que je pense que pas seulement les anciens combattants, mais nous les autres peuvent aussi avoir les troubles de stress post-traumatique. Et il y a par exemple les bruits sur le lieu de travail qui peuvent être traumatisants. Et nous avons eu par exemple un ancien combattant pour lequel c'était difficile de travailler avec son dos tourné vers la porte parce qu'il était tout le temps traumatisé par le bruit. Et nous avons trouvé une autre table pour lui, il s'était plus calme. Donc c'est très important de trouver le lieu de travail, de pouvoir adapter le lieu de travail pour les personnes qui ont eu l'expérience de la guerre. Et le deuxième moment, les anciens combattants payent beaucoup d'attention envers la réputation de l'entreprise. La deuxième question que les anciens combattants nous posent, c'est la suivante. Comment cette entreprise soutient l'Ukraine? Quels sont leurs projets? Comment ils contribuent à l'effort de la guerre? C'est aussi très important et je crois aussi que c'est une précondition pour l'embauche pas seulement les anciens combattants, mais tous les Ukrainiens qui sont conscients de ce qui se passe en Ukraine. Donc je pense que c'est très important de joindre le centre de soutien Superhumans à Odessa. Nous avons un donneur français qui a investi de l'argent pour la création de ce centre. C'est une compagnie qui finance les prothèses. Et ça, c'est très important aussi pour les anciens combattants. Je vous invite de soutenir notre projet et je vous invite de suivre cette formation sur l'approche non traumatisante. Merci, Victoria. Je suis d'accord. Je crois que pour toute entreprise sur notre marché doit vraiment suivre cette formation et tenir en compte les recommandations, comment créer un espace sûr pour les anciens combattants. Et on va continuer avec la question suivante à Ukrsibbank, Madame Yanina. On a déjà parlé de l'environnement de travail. Et ici, maintenant, je voudrais vous demander, vous poser une question sur l'environnement sans barrière. Qu'est-ce que Ukrsibbank fait dans cette direction?
Merci pour cette question. Merci de m'avoir invité pour participer à cette discussion. Je voudrais dire merci à Victoria pour ces points que vous avez fait sur la réadaptation et peut-être mon avis ne sera pas populaire dans cette matière. Quand on introduisait notre plateforme, on ne pensait pas de la réintégration de nos anciens combattants, on pensait des actions concrètes que notre banque peut prendre. Donc c'est le but principal. Ce ne sont pas les anciens combattants qui doivent changer quelque chose dans leur comportement, mais c'est nous qui devons changer notre attitude. C'est pourquoi le CARSIP Bank et les autres banques aussi, je suis sûre que beaucoup d'autres entreprises publiques ou privées font tout pour que l'accès aux services, aux produits soit le plus facile possible. Peut-être, en tout cas, on ne parle plus de l'accessibilité pour les gens qui sont atteints de handicap ou bien nécessitent d'autres soutiens à cause de troubles de vision. Ce sont des choses évidentes qu'ils doivent être introduits dans chaque entreprise, chaque organisation. Comme Oleg a dit, il s'agit de 6 millions et je crois que c'est le chiffre minimum qu'on peut voir. Et c'est pas un défi de notre présent, c'était encore un défi de notre passé. Il faut se préparer aux rencontres avec les anciens combattants. En ce qui concerne les capacités numériques, nous, en tant qu'entreprise financière, nous devons comprendre que plus il est facile d'utiliser nos outils numériques, le mieux seront ces outils utilisés par nos défenseurs. D'abord, notre objectif est de simplifier les procédures dans les banques. Ensuite, il faut simplifier les canaux numériques utilisés chaque jour. Je parle des applications, des sites web, des réseaux sociaux. Et la chose principale est de simplifier la communication, l'information et l'accessibilité aux produits et services. C'est pourquoi notre plateforme Via Proud est axée sur cela. Dans cette plateforme, toutes les unités de UKRSI Bank et tous les employés font leur pas concret. Nous commençons par nous, par notre formation, par le changement de notre manière de penser le monde. Nous devons commencer par nous-mêmes. Merci Nina, merci de créer cet espace numérique et pas seulement. Et nous allons continuer avec une autre question pour Oler. Quand il s'agit de cette étape initiale après l'embauche, est-ce qu'il y a un programme ou recommandation du ministère pour les employeurs qui concernerait l'utilisation des plateformes numériques pour ce processus initial de onboarding des anciens combattants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui stimule les représentants de la part des autorités publiques? Il y a quelques aspects qui ne concernent pas directement les chiffres. Les anciens combattants peuvent soumettre leurs applications en utilisant DIA et pour obtenir des remboursements d'adaptation au lieu de travail. Je suis d'accord avec ma collègue. Nous comprenons que pour cette catégorie, l'inclusion ou l'inclusion numérique, c'est
c'est quelque chose qui est bien pour quelqu'un qui a eu son bras amputé. Il est très difficile d'utiliser les ordinateurs. Donc, ils ne peuvent pas utiliser les logiciels typiques. Nous coopérons avec, nous communiquons avec Digital Europe. C'est une organisation à Bruxelles. Les autres entreprises, par exemple, hier, j'ai eu une conversation avec Eleven Labs, directeur de Eleven Labs. C'est une compagnie qui offre l'accompagnement audio des différents services et des différents logiciels. Et aussi, on a envisagé l'assistance IA sur notre site web. On est en 2026 et il faut bien sûr utiliser l'IA, mais en plus, cela nous permet de rechercher des informations plus vite. On nous demande parfois si on peut envoyer des messages audio au bot sur Viber parce que c'est quelque chose que les gens font, c'est utile et nous voulons ajouter ces fonctions pour pouvoir identifier la personne et fournir des services directement. Je sais qu'il y a des standards d'accessibilité numérique. D'abord, on a conçu notre site, développé notre site, on l'a fait opérationnel et après on a utilisé qu'on pourrait le faire mieux. Et on a besoin de réaliser des produits vite, itération vite. Je crois que nous avons trop de régulations. Donc les standards d'inclusion numérique sont introduits de manière très active dans l'UE et c'est quelque chose que nous allons introduire aussi. Nous avons beaucoup de règles, d'anciennes règles soviétiques qui concernent la sécurité sur la place de travail. Tout cela concerne les dimensions des tables, par exemple, qui ne concernent pas vraiment l'utilité, le confort pour les gens sur les feuilles roulantes, sur les fauteuils roulantes. Mais nous pouvons avancer dans ce sens. Merci. On va passer à la question suivante. On a parlé beaucoup des anciens combattants, de leur adaptation et maintenant je voudrais changer l'horizon et parler d'autres groupes vulnérables en Ukraine, dont la question suivante est envers Natalia Olinek, coordinatrice du Conseil de l'Europe qui travaille avec les groupes de populations vulnérables. Madame Natalia, aujourd'hui, le concept de vulnérabilité s'est élargi en Ukraine. Quel groupe de population, au-delà des anciens combattants et les personnes déplacées, le Conseil de l'Europe identifie en tant que plus vulnérables dans le contexte de la guerre prolongée? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne les laisser à côté? Merci. Tout d'abord, je voudrais dire merci aux organisateurs parce que les plateformes comme ça sont très apprécié quand les représentants des entreprises et des organisations se retrouvent ensemble. C'est là où on peut trouver des solutions durables. Le dénominateur commun, si vous voulez. Pour revenir à votre question, la notion de vulnérabilité s'est élargie dès le début de la guerre à grande échelle parce que la guerre, elle créait davantage de conditions pour l'exclusion sociale. Il y a beaucoup de risques et bien sûr, il faut penser de déplacer internes et les anciens combattants, mais il faut penser des femmes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les enfants qui n'ont pas d'accès
l'environnement sûr et le processus d'éducation sécurisé. Ce sont les membres de la communauté LGBT+, ce sont les membres de la communauté de Rome, ce sont ceux qui sont discriminés selon plusieurs qualités. Et dans le contexte de principe du Conseil de l'Europe, il ne faut pas juste chercher des solutions en matière de l'infrastructure. Il faut essayer de trouver la cohésion sociale. Il faut assurer la coordination entre le secteur privé, le secteur public, le milieu d'entreprise, les collectivités. Et bien sûr, il faut avoir cette approche inclusive pour que chacun puisse participer dans les politiques. En ce qui concerne les défis, bien sûr, c'est la recherche d'emploi, du premier place de travail. Il y a bien sûr le problème de formation additionnelle ou changement de qualification pour les anciens combattants. Il faut aménager les endroits pour eux. Il y a des différentes catégories des participants au processus de formation. Cette liste est assez longue, la liste des groupes vulnérables, et donc la liste des défis est aussi large, mais cela dépend vraiment de la région où les gens habitent, de la ville. Le Conseil de l'Europe a des principes qui sont l'égalité, la transparence, la participation de tous les groupes de population dans la prise de décision. Ça doit être une approche non discriminée. Je voudrais vous donner quelques exemples de mon travail, et cela concerne la communauté de Rome. Je voudrais vous donner quelques chiffres. En 2021, sur le territoire ukrainien, il y avait à peu près 400 000 représentants de cette communauté. Et avant la guerre, c'était plus de 1% de la population ukrainienne. Bien sûr, il faut comprendre qu'on a eu des déplacements importants, et cette catégorie de personnes a un accès limité à des services sociaux. Et il est difficile de constater quel est le nombre actuel, le chiffre actuel, mais ce sont des centaines de milliers de personnes. Et nous pouvons voir dans le contexte de différentes activités qu'il manque accès à l'eau potable, et cela les exclut des processus de développement en Ukraine. Je voudrais ajouter un autre exemple. En cas de succès, c'était une femme qui essayait de trouver refuge à l'étranger, mais puis elle a pris la décision de revenir en Ukraine avec son enfant, et elle est revenue chez elle dans un petit village. Elle est employée dans le domaine de beauté, mais elle a décidé de changer ses qualifications, et elle a même invité ses voisins dans le village de participer à cette entreprise. Elle a reçu des subventions en utilisant les programmes publics accessibles. Elle est devenue agraire. Elle a appris comment être conductrice de tracteur, etc. Et c'est comme ça qu'elle a pu améliorer la vie de son village et sa collectivité. Et il faut aussi penser à cet effet multiplicateur, parce qu'elle devient
cette personne qui décide de changer quelque chose, elle peut inviter aussi ses voisins, les autres gens à participer à ces changements, ce développement. Et pour terminer, je veux accentuer que les gens sont un facteur essentiel pour leur reconstruction et redressement durable. Merci Natalia d'avoir abordé ce sujet. Revenons au milieu d'affaires, d'entreprise. Janina, c'est la question pour vous. OKRCEP Bank réalise de manière active les programmes pour soutenir les groupes vulnérables de population. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce que vous faites exactement? Est-ce qu'il y a un programme pour changer des qualifications, pour être accompagné? Comment cela aide de manière concrète? Merci. Peut-être je vais commencer par les personnes déplacées internes, ce que nous faisons pour eux. Pour notre banque, cette interaction avec les personnes déplacées internes a commencé en 2014. On a dû évacuer à peu près 600 personnes des régions de Donetsk et de Luhansk. Et à l'époque, on devait penser et trouver des solutions sur les appartements, le domicile, le nouvel domicile pour ces gens, mais aussi les places de travail. Et à l'époque, on a eu un club pour les femmes dans notre entreprise. Nous avons 70% ou même 80% de femmes employées chez nous, et nous pensons comment élargir les capacités des femmes. D'abord, on a offert des maisons improvisées pour ces personnes déplacées internes, et après 2022, on continué cette pratique, mais on a aussi fourni du soutien financier et pour que nos collègues des régions de l'Est puissent déménager vers les régions plus sûres ou à l'étranger. Nous continuons à soutenir nos collègues. Il y a une centaine de collègues qui travaillent maintenant de l'étranger. Il y a aussi beaucoup de collègues qui ont quitté leur maison, qui n'ont pas encore la possibilité de rentrer. Nos programmes de soutien de nos employés proviennent aussi la possibilité de les donner les tickets pour les vacances, de donner 10 jours supplémentaires de vacances parce que la guerre nous a volé en moins 10 jours de vacances. C'est aussi le soutien psychologique, mentorship, création de communautés pour que nos employés puissent parler des sujets assez sensibles. Il y a aussi un programme Mix City. Nous avons créé une communauté pour nos femmes. L'objectif principal, c'était la communication de nos collègues sur le sujet suivant. Quoi faire si mon mari, mon père, mon bien-aimé est sur le front? Avec qui je peux parler? Comment je peux montrer mes émotions? Je m'excuse pour mes larmes. Et au début, nous avons tout parlé parce que oui, c'est vrai qu'on n'est pas forcément avec qui aborder ce sujet. Les femmes, c'est notre force, c'est notre résilience. Merci pour ces exemples. Nous avons créé le programme Femmes dans le business en 2008. Nous avons pensé que le plus important, c'était le soutien financier à nos femmes. Mais ce n'était pas totalement vrai. Les femmes ont besoin plutôt de soutien émotionnel, de soutien basé sur la motivation. Comme une structure
bancaire comme une banque. Grâce aussi à la Chambre de commerce d'industrie française, nous avons la possibilité de soutenir la compétition, ou plutôt un concours, créé par les femmes. Il y a beaucoup de femmes, surtout des petits villages de l'Ukraine, qui n'ont plus peur de présenter leur entreprise, leur petit business, parce que je me souviens quand en 2023, je participais à une conférence, on a présenté les résultats de l'étude que les femmes des régions rurales ont peur de présenter leur travail, de présenter leur entreprise, de participer au concours parce qu'elles ne savent pas forcément quoi faire avec cet argent, comment donner ces résultats. Cette communication, ces rencontres, la possibilité de participer au concours comme compétition, comme ce qui est appelé créé par les femmes. Il y a aussi la compétition du Bank, les femmes entrepreneurs. Nous proposons aussi les produits spéciaux pour ces femmes. Nous en pensons tout le temps parce que la situation dans notre pays est telle que les femmes ont encore plus de responsabilités parce qu'on sent cette responsabilité à cause de la guerre. Et nous nous projetons aussi dans le futur et nous continuerons de le faire. Le soutien des membres de famille, surtout s'il y a les familles avec les enfants en situation de handicap, les handicaps physiques mais aussi mentaux, c'est très important de continuer de soutenir ces familles. Nous collaborons avec les organisations de société civile, les fonds de charité. Par exemple, pour plus de 10 ans, nous travaillons avec le fonds de soutien des enfants avec le trisomie 21 et nous continuerons de le faire. Je serai très contente de partager et merci. Il y a une alerte aérienne. Si vous avez besoin, vous pouvez procéder à l'abri. Oui, c'était justement ma question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, je pense qu'on va continuer. Si vous avez besoin de vous rendre dans l'abri, vous pouvez le faire. Merci Nina pour les réponses, pour ces exemples de votre vie réelle. C'était très touchant. Natalia, j'aimerais vous poser la question. Le Conseil de l'Europe joue un rôle unique. En même temps, le Conseil de l'Europe soutient les réformes, contrôle leur mise en œuvre. Quelles normes de protection des droits de groupes vulnérables l'Ukraine a-t-elle déjà intégrées dans sa législation sur la reconstruction et quelles sont les améliorations à apporter? Merci pour la question. Oui, c'est vrai, le Conseil de l'Europe, c'est une institution unique parce que de l'un côté, nous continuons à donner le conseil de contrôler la mise en œuvre des réformes en Ukraine. De l'autre côté, nous avons aussi des organes de contrôle, de monitoring de ces réformes, de suivi de ces réformes qui donnent les recommandations et les conseils sur l'amélioration de ce processus. Malgré le fait que l'Ukraine est en situation plutôt défavorable et on entend le retentissement des sirènes maintenant, malgré tout ça, l'Ukraine a fait un progrès remarquable. C'est un pool de la législation. C'est aussi la loi sur la protection des minorités, les politiques de l'inclusion, le développement des lois anti-discrimination, anti-corruption. Il y a aussi l'harmonisation des lois ukrainiennes avec les conventions européennes. Il y a des plans opérationnels, les stratégies et les autres documents qui sont utilisés sur tous les niveaux en Ukraine. Mais bien sûr, il y a aussi des choses à travailler dessus. Parmi les défis les plus importants, et on a déjà abordé pendant la table ronde précédente, c'est le manque des données. Les données sur les catégories vulnérables des personnes.
parce qu'après la crise de déplacement des personnes en Ukraine et à l'étranger, malheureusement, nous ne pouvons pas maintenant vraiment collecter les données. On n'a pas de statistiques. Oui, c'est très difficile de créer une nouvelle politique sur la stratégie de gestion de ces groupes. Il y a aussi les questions de gestion, il y a aussi la question de gestion de la vie de ces catégories de communautés plutôt vulnérables. L'autre problème, c'est l'absence de l'information. Les personnes ne savent pas forcément comment les protéger, quels sont les mécanismes de l'État de protection sociale. Sans cet élément, l'État ne peut pas réagir. Et bien sûr, oui, cela ne facilite pas la collection des données. Il y a aussi un autre élément qui est très important, et surtout dans mon travail, c'est la réalisation, la mise en œuvre des politiques, des stratégies nationales sur le niveau local. Comme je vous ai déjà dit, la vie locale est très importante. Ce sont les politiques, les stratégies qui doivent être utilisées sur le niveau local parce que c'est là où elles fonctionnent vraiment. Nous avons ce principe de la décentralisation. C'est pour ça que les collectivités locales ont beaucoup d'autonomie. Les collectivités développent leur propre plan de gestion annuel. Parfois, les collectivités locales ne savent pas les stratégies qui sont utilisées sur le niveau national et doivent être utilisées sur le niveau local sur la protection sociale des catégories vulnérables. C'est pour ça qu'ils n'incluent pas ces stratégies dans leur plan annuel. Nous avons ce fossé entre le niveau national et le niveau local. C'est pour ça que c'est très important de développer dans quelques directions. De l'autre côté, il faut mener les programmes d'information pour que tout le monde sache où s'adresser au cas s'il y a des problèmes. Il y a aussi cette nécessité de maintenir le dialogue entre le niveau national et le niveau local pour que les collectivités locales puissent utiliser ces programmes nationaux dans leur plan d'action local. C'est pour ça que ça sera très important parce que nous devons protéger tout le monde, pas seulement ces catégories. Merci Nathalie. Oui, il nous reste quelques questions plutôt d'organisation. En ce qui concerne l'organisation, ma question suivante sera à Oleg Shemansky. Le développement des services numériques destinés aux anciens combattants nécessite un financement. Quel mécanisme de financement votre ministère mobilise-t-il déjà et comment ces programmes offrent-ils des opportunités concrètes aux entreprises privées, notamment entreprises françaises qui souhaitent s'impliquer en tant que les prestataires de services? Parfois, les technologies nous manquent. C'est pour ça que la plupart des technologies que nous avons déjà introduites étaient introduites grâce à donneurs internationaux. Les États-Unis, l'UE, la Grande-Bretagne et d'autres. Le financement provient des États de ces pays. Et c'est pour ça, si vous représentez ici la France, vous pouvez parler avec votre gouvernement pour leur dire que c'est très important de soutenir l'Ukraine. Je sais que la France soutient Superhumans. Nous avons signé un mémorandum de coopération entre le ministère des Armées et des Anciens combattants de la France et le ministère des Anciens combattants de l'Ukraine. Aujourd'hui, on réfléchit sur les actions à faire. Peut-être vous avez vu une délégation ukrainienne qui a participé aux événements des événements à Paris le 8 mai à Paris. Ils ont visité Paris, ils ont vu le président Macron. Donc c'est une partie
de la responsabilité envers les anciens combattants. En ce qui concerne la participation, c'est une question plutôt difficile parce que dans les technologies numériques, nous avons un progrès remarquable et j'aimerais souligner que les entreprises qui souhaitent participer doivent proposer, par exemple, une équipe qui est prête à créer un produit. En France, il y a par exemple l'entreprise Mistral, c'est une grande entreprise. Nous avons aussi nous aimerons aussi entamer la coopération avec cette entreprise. Et s'ils veulent faire quelque chose, c'est 100% que ceux qui vont tester en Ukraine pourra être utilisé en France. La France a beaucoup d'expertise en ce qui concerne aussi les technologies d'adaptation. Il y a aussi un programme de compensation pour les anciens combattants et les personnes en situation de handicap à cause de la guerre. Il y a ce programme d'adaptation de leur voiture. Les pauvres reçoivent une somme d'argent qui sera utilisée pour adapter leur voiture. Mais le marché des produits qui pourront être utilisés pour cette adaptation de voiture n'est pas grand, n'est pas nombreux. J'ai parlé avec les partenaires en France. Il y a les entreprises qui s'occupent de l'adaptation des voitures pour les personnes en situation de handicap depuis très longtemps. Et c'est ce genre d'expertise que nous avons besoin. Bien sûr, les entreprises, si les entreprises ont de l'expertise dont nous avons besoin, nous serons reconnaissants pour leur intégration sur notre marché. Merci Oleg, vous avez abordé la question, le sujet de la coopération avec les partenaires internationaux. Donc ma question à Natalia, quels sont vos modèles de coopération entre les organisations internationales et le secteur privé et quelles, à votre avis, sont les opportunités dans le domaine de la formation d'opportunités économiques pour les populations vulnérables? Merci. J'aimerais dire que les entreprises françaises ont toujours été très responsables de point de vue, ont toujours eu cette au niveau de la responsabilité sociale des entreprises. Pour moi, l'un des premiers cas était le suivant. C'était la coopération entre Auchan, la politique de l'inclusion, l'embauche des personnes en situation de handicap chez Auchan. Et je remercie cette entreprise parce que c'était quelque chose de très progressif, parce qu'il était l'un des premiers qui ont commencé d'introduire ce genre de politique de l'embauche dès le début de leur présence en Ukraine. Il y a aussi quelques cas de collaboration au niveau du Conseil de l'Europe. Nous avons nos propres programmes de financement dans le bureau du Conseil de l'Europe en Ukraine. Il y a une vingtaine de projets qui ont ses propres programmes de financement et de soutien pour les organisations de société civile. Et il y a les projets de la protection des femmes, de sécurité cyber. Il y a d'autres projets. Il y a un excellent exemple de collaboration avec le Congrès national ukrainien des femmes. Nous avons eu un programme sur la création des réseaux des femmes. Au début, il y avait une vingtaine de femmes. Après une cinquantaine, et si je comprends bien, ont suivi ces projets. Ce réseau continue à se développer parce que bien sûr que nous essayons de suivre les projets qui ont reçu ce financement. Et il y a un autre exemple. Il y a les collaborations fructueuses. Par exemple, une histoire qui a commencé au début de la guerre à grande échelle, quand les Ukrainiens ont commencé de trouver un abri partout dans le monde, notamment en France. Le diaspora des Ukrainiens à Strasbourg s'était mobilisé. Ils ont créé une organisation.
charitable. Tout cela a commencé comme une initiative humanitaire de soutien aux Ukrainiens. Tout d'abord, ils ont collecté les produits, les vêtements, et ils ont commencé à aider les Ukrainiens, les réfugiés, de trouver un abri, de trouver un logement. Après cela, ils ont postulé pour recevoir de soutien du Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe a donné une partie de son bureau à Strasbourg pour qu'ils puissent l'utiliser pour leur travail. Ils ont compris qu'ils veulent se développer. Ils ont commencé de coopérer, de collaborer avec différentes entreprises ukrainiennes à Strasbourg et pas que. Ils ont commencé d'organiser les concerts, les événements, les conférences. Bien sûr, ils ont utilisé tout l'argent. Ils ont mobilisé tout l'argent qu'ils ont collecté pour soutenir les réfugiés ukrainiens en France ou pour donner à l'armée de l'Ukraine. Cet effet de multiplication a donné naissance à d'autres projets. Donc pour moi, c'est une sorte de diplomatie culturelle dans un sens plus large. Et un autre exemple, c'est le début. C'est le projet du Conseil de l'Europe. Je travaille au sein de ce projet. Nous avons la collaboration avec Ukraine. Peut-être c'est la première initiative au sein de notre bureau et au sein de tout le Conseil de l'Europe en général. Avec l'Ukraine, il y a différents événements, les publications, des articles, les événements, des forums. Et nous abordons les sujets qui sont plutôt invisibles, les sujets sur les catégories vulnérables de la population en Ukraine. Nous soulignons l'importance de soutien à ces catégories. Nous aidons à chercher et trouver les partenaires. Parmi les sujets qu'on a déjà abordés, c'était le sujet des personnes en situation de handicap, les personnes qui habitent dans les régions rurales, les femmes qui s'occupent de leur entreprise, les personnalités LGBT, les anciens combattants LGBT, les communautés de Roma et d'autres, et les défis dont ils sont confrontés chaque jour. Donc on a essayé de trouver les solutions de coopération entre l'État, entre ces communautés et le secteur privé. Merci. Merci Natalia d'avoir partagé toutes ces initiatives et merci de nous donner cette possibilité de connaître plus sur ce projet avec d'autres partenaires. Malheureusement, nous sommes limités en temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste. Une question à Dmytro. Une question comme directeur RH de Champ Ukraine, et surtout en cette période de la crise, quelles sont 3 recommandations ou conseils que vous pouvez donner aux entreprises françaises? Comment s'adapter à la vie pendant la crise? Comment travailler avec les catégories vulnérables de la population? Merci, Juliane. Tout d'abord, en revenant vers ce sujet de réadaptation, il faut répéter encore une fois que la réadaptation commence par nos efforts et je voudrais vous donner un exemple. L'année passée, on a embauché un ancien combattant, un candidat externe qui a malheureusement dont la jambe gauche a été amputée. Il n'avait pas d'expérience de travail en tant que comptable, mais en fait, la plupart d'employeurs ne savent pas comment formuler bien le refus, comment ne pas éviter le silence dans ces situations. Et Volodymyr était trop ravi qu'il a été sélectionné en fait par nous et il est devenu comptable chez nous et il peut même accompagner les autres aujourd'hui, bien qu'il n'a pas de jambes et
en fait, dans notre cas, il y a plutôt les femmes qui travaillent dans cette unité, mais avec lui, c'est plus le cas. Et le deuxième élément, il faut, euh, il faut laisser à côté cette peur qu'il faut interagir avec les personnes en situation de handicap. En 2003, j'ai rejoint l'entreprise Ocean. Et avant, j'avais aucune expérience de coopération avec les gens qui étaient atteints de certains troubles, euh, mais je ne comprenais pas comment organiser leur travail, malheureusement. Et quand j'ai rejoint l'entreprise, et un peu plus tard, il y avait 4 employés et la avec le handicap, et ma peur était comment communiquer avec eux. Mais je me suis adaptée, j'ai adapté les outils parce qu'avant, il n'y avait pas de portable, de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai dû apprendre la langue des gestes et j'ai compris que ce sont les personnes qui peuvent être utiles à nous et qui peuvent nous ouvrir d'autres possibilités, en fait. Et il faut aussi impliquer les personnes en situation de handicap dans des processus généraux. Il faut leur inviter à faire leurs propositions pour avoir des politiques au niveau de l'entreprise. Les personnes avec les troubles de l'audition nous aident avec la traduction durant les réunions pour que les autres puissent comprendre, tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Et une de nos collègues qui est avec nous depuis 15 ans, elle nous a enseigné comment féliciter les personnes avec les troubles d'audition aussi. Merci. Olar, si on revient aux perspectives à long terme, le ministère chargé des affaires des anciens combattants, comment est-ce que le modèle réussi de réintégration, quel sera ce modèle dans quelques années et qu'est-ce que le milieu des affaires doit faire pour cela? Merci. Je crois que nous avons déjà beaucoup d'initiatives et c'est très intéressant d'écouter notre collègue de Ashan. Je crois que nous sommes au début de notre chemin et nous, en tant qu'État, nous devons éliminer certains obstacles bureaucratiques pour que les entreprises puissent réintégrer les anciens combattants et d'autres groupes dans les bureaux, mais aussi il faut s'adapter aux vétérans, aux anciens combattants en tant que clients. Et je crois que cela nous permettra de nous développer plus vite. Si l'Ukraine devient pays membre de l'UE à un certain moment, ce seront les anciens combattants de l'UE dans 10 ans peut-être. Et c'est maintenant où nous pouvons commencer ce processus. Et je crois que ça va aussi attirer plus d'investissements. Et ces anciens combattants faisons partie de ce processus de redressement. Et je crois qu'il est aussi important que la société soit attentive à tout le monde et ce sera la victoire commune. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Je voudrais vous partager un exemple. En 2024, ensemble avec le Fonds pour les anciens combattants de l'Ukraine, on a participé à un festival dédié à la culture des anciens combattants. Et pour nous, notre équipe, c'était un choc de voir beaucoup de
d'anciens combattants en situation de handicap qui se sont réunis dans un endroit. Et nous devons éviter cette réaction dans le futur. C'est notre réalité. Il faut savoir comment l'accepter, comment vivre avec cela. Il y aura beaucoup d'anciens combattants de nos défenseurs dans les rues à côté. Il faut préparer nous-mêmes et nos entreprises aussi, notre société. Je voudrais donner une recommandation pratique aux employeurs, les grandes entreprises présentes ici. Nous pensons que c'est vraiment facile à réaliser. En fait, pour un ancien combattant, aller à l'entretien d'embauche, c'est comme promettre un mariage. C'est pas du tout facile pour les anciens combattants. Ils ne savent pas comment dire non si les postes offerts ne sont pas vraiment intéressants, et les employeurs peuvent avoir des peurs et des questions comment dire non aux anciens combattants. Et donc la solution, c'est peut-être une étape entre avant cette embauche complète à part entière, mais il faut l'appeler, on peut l'appeler une formation additionnelle par exemple, parce que c'est vrai que beaucoup des anciens combattants nécessitent de nouvelles qualifications. Souvent, ces formations qu'on peut offrir actuellement sont axées sur les adolescents, les gens qui viennent de finir terminer leur université. Et on peut offrir les cours, une formation, et c'est plus facile pour les anciens combattants parce que les employeurs et les vétérans peuvent vraiment sentir si cela convient aux deux. Merci, Victoria. Chers collègues, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je crois que ce sujet est vraiment intéressant et pertinent. Oui, c'est vrai. On peut passer des heures et même des jours à en parler. La ressource est interminable. Je dois ajouter que je répète encore et encore que la précondition de notre interaction réussie, c'est l'effort commun des collectivités, de l'État, des entreprises. Et il faut inclure absolument les groupes vulnérables. Et bien sûr, cette collaboration peut apporter des résultats durables. Mais il faut aussi comprendre que les entreprises ne doivent pas les donateurs uniquement. Il faut avoir des initiatives qui vont fonctionner même après le financement est fourni. Merci. Et Métro, oui, merci. Je vais essayer d'être très bref. Je voudrais parler des besoins de ceux qui ont des troubles de l'audition. Ces gens, ils s'adaptent aussi à nous et ils utilisent aujourd'hui, ils utilisaient plutôt la langue russe dans le passé, et maintenant ils commencent à utiliser ce geste merci en ukrainien. Merci à vous donc. Merci. Et pour conclure notre discussion, je voudrais inviter M. Laurent Dubouche, président de l'EUCARCIP Bank BNP Paribas, la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Merci Carlos de Cordoue et merci au Crédit Agricole de nous avoir accueillis ici pour ce super séminaire. Merci à la Chambre de commerce, à son président Bertrand, à Maud, sa directrice générale. Merci Maud, Irina, à toutes les équipes pour ce super événement, très intéressant. Et puis aux deux beaux panels. Donc merci aux panélistes.
Merci aux super modérateurs, hein, donc Grégoire et Yulia. On a parlé reconstruction, on a parlé technologie, et puis on a parlé de la dimension humaine sur ce deuxième panel. Alors laissez-moi parler un petit peu plus de ce deuxième panel à titre très personnel. J'ai souvent l'habitude de dire que quand on parle de technologie, il faut parler encore plus d'humain. Quand on investit dans la technologie, il faut encore plus investir dans l'humain. C'est quand même juste fondamental. Et ce deuxième panel nous l'a dit. Et puis dans l'humain, ici en Ukraine, on voit qu'on a quand même une cause nationale, une national cause, une cause nationale. C'est tous, individuellement et collectivement, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour nous occuper de nos défenseurs, des vétérans et de leurs familles. Et je dis souvent que ce n'est pas un sujet pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années, c'est un sujet de génération pour les 30 prochaines années. C'est notre responsabilité collective, tous, d'essayer individuellement et collectivement, à travers nos actions personnelles, mais aussi à travers les actions de nos entreprises, comment tous ensemble, nous pouvons faire plus pour cette cause nationale, qui est le soutien à long terme des défenseurs, des vétérans, et de leurs familles, y compris les épouses, les conjoints et les enfants. C'est vraiment très important. Je dirais qu'il y a 3 grandes directions pour moi, on en a parlé abondamment. Il y a l'emploi, il y a le soutien des défenseurs employés, il y a l'emploi des vétérans, il y a le réemploi des vétérans. Ça, c'est la dimension humaine, je dirais, classique, importante, fondamentale. Il y a aussi comment nous pouvons individuellement, à travers nos entreprises et nos actions commerciales, en fonction des services et des productions que nous avons, comment nous pouvons mieux servir les défenseurs, les vétérans et leurs familles en tant que clients, pas simplement pour les banques, c'est aussi pour la grande distribution, pour l'informatique, pour tout, mais aussi, et ça en tant qu'entreprise, on a un rôle, en tant que fournisseur, il faut aussi qu'on donne leur chance à ces membres défenseurs de vétérans, à ces vétérans qui développeront leur business, qui développent leur business, on leur donne accès aussi à nos entreprises de devenir nos fournisseurs. C'est très important parce que beaucoup d'entre eux ne reviendront pas d'un emploi classique dans une entreprise, ils développeront leur business. Et nous, on doit la faire leur donner. C'est comme ça qu'ils vivront. Et collectivement, je dirais que ce call for action, cet appel que j'ai envie de faire, c'est tous ensemble, c'est, je dirais, le 3e pilier, tous ensemble, individuellement et collectivement, nous devons développer avec les autorités, avec les associations, et avec l'ensemble des entreprises, des actions communes pour avoir un effet de levier et pour faire toujours plus pour les 30 prochaines années, pour les vétérans, pour les défenseurs et leurs familles. Voilà, je voulais vous dire ça. Merci beaucoup en tout cas.